Les imposantes grilles de fer du camp de prisonniers de guerre s'ouvrirent enfin dans un grincement sinistre sous la poussée inexorable des blindés américains. Nous étions fin avril 1945. La 14e Armored Division des États-Unis, rattachée à la mythique Third Army du général George S. Patton, venait de percer les défenses extérieures de Stalag 7A, le plus vaste camp de prisonniers de toute l'Allemagne, situé à Moosborg. Lorsque la poussière retomba dans la cour, le commandant allemand du camp émergea de son quartier général pour capituler officiellement. Même si Berlin flambait et que son armée s'effondrait totalement, cet officier allemand arborait l'allure d'un participant à une parade militaire. Son uniforme gris était impeccable, ses bottes de cuir luisantes comme des miroirs, ses médailles d'argent scintillant sous le soleil printanier. Il s'avança d'un pas assuré vers le commandant américain des chars, couvert de boue et épuisé, qui venait de franchir les portes. L'Allemand s'arrêta net, claqua des talons et présenta un salut militaire rigide et protocolaire. Il tendit la main, certain que l'Américain la serrerait. Il s'attendait à une remise formelle de son pistolet, à la signature d'un acte de capitulation et à être traité avec l'égard dû à un officier de haut rang. Il imaginait les Américains se comporter en gentlemen civilisés. Mais le commandant américain ne rendit pas le salut. Il n'avança pas la main pour la poignée. Au contraire, il fixa d'un regard intense l'intérieur du camp, ignorant l'officier allemand impeccable. Derrière les barbelés se tenaient des milliers de prisonniers américains. Ils n'avaient plus guère apparence humaine. Des squelettes ambulants, des hommes affamés à mort, humiliés et épuisés jusqu'à l'agonie par celui-là même qui tendait maintenant sa main en geste courtois. La mâchoire du commandant américain se contracta de rage pure et implacable. Il toisa l'arrogant commandant allemand, refusa la poignée de main et ordonna à ses hommes de lui arracher sa ceinture lustrée, son pistolet et ses médailles étincelantes. Puis le commandant américain accomplit un geste qui anéantit à jamais l'orgueil de l'élite nazie. Il saisit un fusil M, un garant des mains d'un de ses fantassins. Il s'approcha d'un prisonnier américain libéré, un homme dénutri de 90 livres, à peine capable de tenir debout. Doucement, il glissa l'arme lourde dans les mains tremblantes du rescapé. Ensuite, il se tourna vers l'officier allemand suffisant, désigna le sol boueux au pied du prisonnier famélique et lança un ordre unique et terrifiant. Il contraignit le commandant allemand d'élite à s'asseoir dans la fange, désarmé et humilié, sous la garde des propres hommes qu'il avait torturés sans pitié quelques heures plus tôt. L'illusion de la race des seigneurs vola en éclats irrémédiablement. Pour saisir la justice profonde et stupéfiante de cet instant précis et comprendre pourquoi les hommes de Patton avaient banni les rites courtois d'une capitulation honorable, il faut plonger dans l'enfer absolu que les prisonniers américains avaient subi derrière ces barbelés. Au fil de la Seconde Guerre mondiale, des dizaines de milliers de soldats, pilotes et équipages aériens américains avaient été abattus ou capturés en territoire ennemi. Selon les conventions de Genève, les prisonniers de guerre devaient bénéficier d'un traitement humain élémentaire, nourriture suffisante, eau potable, soins médicaux et abris sécurisés loin des combats. Mais le régime de Berlin bafouait totalement le droit international. Dans des camps comme Stalag 7A, la captivité américaine relevait du cauchemar éveillé. Conçu pour 10 000 hommes au maximum, le camp avait été surpeuplé à dessein par l'état-major allemand. En 1945, lors de l'arrivée des Américains, plus de 80 000 hommes s'entassaient dans des baraquements sales et infestés de maladies. Les conditions étaient d'une barbarie absolue. Des garçons américains du Texas, d'Ohio ou de Pennsylvanie dormaient sur des planches grouillantes de poux empilées sur 3 niveaux. Les hivers du sud de l'Allemagne étaient d'une froidure impitoyable, avec des températures descendant bien en dessous de zéro. Pourtant, on refusait aux captifs tout chauffage ou couverture chaude. Ils s'emmitouflaient dans de vieux journaux pour tenir la nuit. Mais l'arme la plus destructrice des gardiens allemands n'était pas le froid, c'était la famine. La ration quotidienne d'un prisonnier américain était délibérément maintenue au seuil de la mort par inanition. Une seule tranche de pain bourré de sueur et un bol de soupe claire à base de navets pourris ou d'herbes. Des athlètes en pleine forme de 200 livres entrés au camp se muèrent en nombre décharné de moins de 100 livres. Des fléaux comme la dysenterie, le typhus et la pneumonie ravageaient là les baraquements. Des hommes mouraient en silence durant leur sommeil, leur corps trop affaibli pour résister aux infections les plus anodines. Pendant que les prisonniers américains dépérissaient peu à peu dans la boue glacée, les gardes allemands et les commandants du camp évoluaient dans un monde radicalement opposé. Les officiers chargés de ces camps étaient fréquemment des individus imprégnés jusqu'à l'os par le fanatisme de la propagande du régime. Ils se considéraient comme génétiquement supérieurs aux Américains. Pour eux, les prisonniers affamés n'étaient pas des soldats comme les autres, mais une race d'hommes faibles, indisciplinés et inférieurs. Les commandants allemands occupaient des maisons en bois confortables et bien chauffées, situées juste au-delà des barbelés.
Il se régalait de repas copieux et chauds. Il sirotait d'excellents vins et fumait des cigares coûteux, souvent sous les yeux des prisonniers affamés pour maximiser leur souffrance psychologique. Il traversait les enceintes du camp en uniforme sur mesure, impeccablement repassé, bottes en cuir ciré, cravache à la main, flanqués de leurs chiens d'attaque. Ils tiraient une fierté immense de leur autorité. Si un prisonnier américain ne les saluait pas assez vite ou ne se tenait pas au garde-à-vous avec une précision absolue lors des appels matinaux dans le froid mordant, les gardes le punissaient sévèrement. Ces officiers allemands se voyaient vraiment comme des maîtres intouchables de leur royaume. Même lorsque la guerre tournait au désavantage de l'Allemagne et que le grondement des canons alliés résonnait au loin, les commandants du camp conservaient une arrogance sidérante. Ils étaient convaincus que le jour où l'armée américaine arriverait, il leur suffirait d'ôter leurs uniformes, de remettre les clés du camp et d'être traités avec le plus grand respect par les généraux libérateurs. Ils s'attendaient à ce que les commandants américains reconnaissent leur rang militaire élevé et leur accordent les honneurs d'une capitulation aristocratique. Ils n'avaient aucune idée de la fureur implacable et sans compromis de la Troisième Armée du général George S. Patton. Fin avril 1945, la situation dans les camps de prisonniers de guerre avait atteint un point de rupture critique et désespéré. Des dizaines d'hommes y mouraient chaque jour, mais l'espoir grondait à l'horizon. Les soldats de la 14e Armored Division des États-Unis, surnommés les Libérateurs, avançaient à vive allure à travers la Bavière. Ces équipages de tanks et fantassins américains avaient traversé certains des combats urbains les plus féroces d'Europe. Épuisés, couverts de graisse de moteur et endurcis par les horreurs de la guerre, ils approchaient de la ville de Moosburg, où se trouvait le Stalag 7A, et se heurtaient à une résistance acharnée et désespérée de la part d'unités SS en retraite. Mais les Américains ne ralentissaient pas. Ils pulvérisaient les barricades ennemies, leurs tanks Sherman fracassant les défenses allemandes sous un déluge de feu dévastateur et irrésistible. À l'intérieur du camp, les prisonniers américains affamés percevaient le bruit caractéristique et lourd des canons de 75 mm des tanks américains. Ils entendaient le crépitement des mitrailleuses de 50 calibres. Puissant l'instant tant espéré survint enfin. Un tank Sherman américain enfonça directement les barbelés et les tours de guet en bois du camp. La bête d'acier massif pénétra dans l'enceinte boueuse, dédaignant les portes. La vue de l'étoile blanche américaine sur le flanc de l'armure verte déclencha une onde de choc émotionnel absolue dans tout le camp. 80 000 prisonniers de guerre affamés, malades et exténués explosèrent en un rugissement assourdissant, chargé de larmes. Des hommes incapables de se tenir debout depuis des semaines retrouvèrent soudain la force de s'extraire des baraquements insalubres. Ils se massèrent autour des tanks, sanglotant, acclamant et tendant les mains pour effleurer l'acier froid de l'armure américaine. Les Gépoïens libérateurs émergèrent des écoutilles de leurs tanks, mais leurs sourires triomphants se muèrent vite en expression de stupeur et de chagrin profond. Ces soldats américains aguerris au combat avaient vu de lourdes pertes sur le front. Mais la vue des hommes du camp représentait un traumatisme d'une toute autre nature. C'étaient leurs frères d'armes, des soldats, aviateurs et officiers américains qui ressemblaient à des cadavres ambulants, leurs yeux enfoncés dans leurs crânes, leurs uniformes flottant sur leur corps comme des haillons sur un épouvantail. Les libérateurs vidèrent aussitôt leurs poches. Ils lancèrent leurs propres tablettes de chocolat, leurs rations C et leurs cigarettes aux prisonniers en liesse. Certains commandants de tanks chevronnés, des durs à cuire, fondirent en larmes tandis que des prisonniers squelettiques baisaient leurs bottes boueuses en signe de gratitude. La colère ardente et absolue qui embrasait le cœur des officiers américains libérateurs, en cet instant, ne saurait être exagérée. C'est au cœur de cette scène de libération hautement émotive, chaotique et déchirante que le commandant allemand du camp choisit de faire son entrée solennelle. Émergeant de son quartier général impeccable, le commandant allemand traversa la cour. Il fit totalement abstraction des hommes affamés qui l'entouraient. Il rajusta son col, lissa sa veste sur mesure et s'avança d'un pas assuré vers l'officier américain commandant. L'Allemand s'immobilisa, claqua ses bottes rutilantes l'une contre l'autre et porta la main à son front en un salut militaire impeccable. Il anticipait que l'Américain lui rendrait l'appareil. Il comptait sur un traitement en égal respecté, une capitulation officielle et des garanties pour sa sécurité et son confort en tant que prisonnier de haut rang. C'était un spectacle éblouissant de narcissisme délirant. Le commandant allemand était persuadé que les codes aristocratiques d'une guerre de gentlemen valaient encore pour lui, alors même qu'il se tenait au cœur d'un camp de famine qu'il avait lui-même dirigé. Il réclamait une sortie honorable. L'officier américain se contenta de fixer le commandant allemand. Il observa son uniforme impeccablement taillé, son visage nourri et rosé, ses bottes en cuir lustré avant de porter le regard au-delà, sur les milliers de garçons américains affamés et gelés, traités pire que des bêtes errantes. L'officier américain ne rendit pas le salut, il n'offrit pas sa main.
Au contraire, il avança et brisa net l'illusion de supériorité du commandant allemand. D'une voix glaciale et autoritaire, l'officier américain intima à sa police militaire de désarmer sur le champ l'Allemand. Les épauléens américains s'approchèrent et arrachèrent brutalement au commandant sa ceinture en cuir fin, son pistolet et ses médailles étincelantes. Le visage du gradé allemand s'empourpra d'une honte profonde et immédiate. Il se mit à protester, invoquant ses droits en tant qu'officier supérieur sous la Convention de Genève. Il exigeait un traitement digne de son rang. Le commandant américain balaya ses récriminations. Il réservait une punition bien plus profonde, un coup psychologique dévastateur. L'officier américain se tourna vers un de ses fantassins et réclama son fusil M1 Garand. Il vérifia l'arme, s'assurant qu'elle était chargée et prête à tirer. Puis il se dirigea vers la foule des prisonniers libérés. Il s'adressa à un GI américain détenu dans le camp depuis plus d'1 an. Le captif était d'une maigreur extrême, son uniforme en lambeaux, son visage creusé par la malnutrition aiguë. Quelques heures plus tôt, ce prisonnier famélique était encore à la merci des gardes allemands arrogants. Le commandant américain remit avec douceur le lourd fusil M, un Garand, chargé aux prisonniers de guerre affamés. Puis il fit face au commandant allemand, toujours en tenue complète et totalement abasourdi. L'Américain désigna d'un doigt ferme la boue gelée au pied du prisonnier squelettique libéré. Code 0, ordonna l'officier américain à l'Allemand. Le commandant allemand hésita, les yeux écarquillés par une panique soudaine et écrasante. Il jeta un regard à l'officier américain, puis au prisonnier famélique tenant le fusil chargé. L'équilibre des forces avait basculé avec une violence absolue, au point que l'esprit de l'Allemand peinait à l'assimiler. « Je vous ai dit de vous asseoir dans la boue », aboya le commandant américain d'un ton qui n'admettait aucune discussion. Lentement, maladroitement, privé de toute son arrogance, le commandant du camp allemand s'abaissa dans la boue sale et glacée. Il s'installa au pied du prisonnier américain de 90 livres qu'il avait affamé et torturé. La race des maîtres était à genoux, le prisonnier américain, serrant la crosse en bois du M, un Garand de ses mains frêles, toisa l'officier allemand tremblant et humilié. Il n'eut pas à appuyer sur la détente, il n'eut pas à se venger physiquement. La victoire psychologique pure et écrasante de cet instant surpassait n'importe quelle balle. Le commandant allemand dut admettre qu'il n'était pas un être supérieur, pas un officier militaire respecté, mais un criminel vaincu et pathétique à la merci des hommes qu'il avait jugés faibles et inférieurs. Cette inversion poétique et magnifique des rôles se reproduisit dans plusieurs camps libérés au printemps 1945, quand la 3e armée de Patton captura les arrogants responsables de ces lieux. Ils refusèrent de leur accorder l'honneur d'une reddition digne. Ils les dépouillèrent de leur autorité, remirent les armes aux victimes et obligèrent l'élite allemande à affronter la réalité brutale de leur défaite totale. Le général George S. Patton et ses commandants de terrain saisissaient une vérité essentielle sur la nature des tyrans et des brutes. Ils savaient que des hommes fondant leur identité sur la cruauté et une supériorité imaginaire ne se contentent pas d'être battus sur une carte. Il faut les briser mentalement. Si les Américains avaient accepté la capitulation formelle et courtoise des commandants de camp, cela aurait cautionné leur illusion. Cela leur aurait permis de conserver dignité et égaux. Cela aurait laissé entendre que, malgré la famine et les tortures, ils restaient des militaires honorés. Les forces américaines libératrices ont refusé de leur offrir cette consolation. En les dégradant de leur grade, en refusant de répondre à leur salut et en les contraignant à s'asseoir dans la boue sous la surveillance armée des prisonniers qu'ils avaient affamés, les Américains ont accompli une vengeance impeccable, un véritable chef-d'œuvre de justice sur le théâtre des opérations. Ils ont rappelé aux commandants arrogants du camp que leur autorité n'était qu'une pure illusion et ils ont rendu aux prisonniers de guerre américains leur dignité, leur fierté et leur honneur de la manière la plus profonde et la plus gratifiante qui soit. L'histoire des camps libérés est souvent évoquée pour sa tragédie immense et ses conditions effroyables, mais il faut aussi se souvenir de la justice pure et sans concession administrée par les soldats de l'armée américaine. Ils ont démontré que, peu importe l'obscurité de la nuit ou l'arrogance du tyran, l'aube de la liberté finit toujours par poindre. Et lorsqu'elle se lève, les brutes doivent toujours rendre des comptes à ceux qu'ils ont opprimés.